Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts et aux spectacles où il sera question aujourd'hui d'Oscar et de Golden Globes. Le film de Ronit et Shlomi El-Kabetz a été sélectionné pour la shortlist des Golden Globes. Que se passe-t-il maintenant pour cette petite équipe israélienne et pour la boîte de prod française? Comment gagner la course américaine? Paris, Tel Aviv, Los Angeles, tout le monde est sur les rangs. Dans ce journal également du cinéma, la semaine dernière, nous vous montrions la bande-annonce d'un documentaire consacré au journal d'Anne Frank en arabe. Nous avons contacté son réalisateur, le croate Jakov Sedlar. Nous verrons avec lui les enjeux et les pièges d'un documentaire pareil. Et puis enfin, un peu de légèreté. Si vous avez dépassé les 50 ans, ne désespérez pas, vous aussi, vous pouvez être DJ Star des dance floors. Les nouvelles idoles de l'électro ont en moyenne 60 ans. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à nos programmes. Comment gagner un Oscar ou un Golden Globes? Le film Get est entré ce week-end dans la shortlist des Golden Globes. Que se passe-t-il maintenant pour la petite équipe israélienne et pour la boîte de prod française qui est derrière? Reportage Alexandra Zidbadé avec Sandy Fortis. Get. 21 septembre, Ronit et Shlomi El-Kabetz remportent l'Ophir Award du meilleur film pour Get, le procès de Viviane Amsalem. Une récompense qui sélectionne automatiquement le film pour représenter Israël aux Oscars. Sonne alors le top départ d'une course qu'ils ne s'attendaient pas à concourir. C'est énorme. En effet, je ne savais pas quoi attendre. Personne m'a préparé. Personne ne m'a raconté rien de tout ce que je vis maintenant. Il faut avoir beaucoup de volonté pour réaliser ce rêve. Un rêve qui semble en bonne voie, le film vient d'être sélectionné pour le Golden Globe du meilleur film étranger, une étape importante qui peut aider à intégrer la liste des nominés aux Oscars. Golden Globes et Oscars, ces buts à atteindre ont un coût financier énorme. Objectif pour la petite société de production et l'équipe, se faire connaître, exister à Los Angeles et surtout ancrer le film dans les esprits des membres décisionnaires de l'Académie des Oscars. Pour rester en permanence à l'esprit des votants, puisque les votants votent pour les films qu'ils ont à l'esprit, qui les ont un peu marqués, qu'ils ont aimés. Shlomi et Ronit sont beaucoup à Los Angeles pour rencontrer, faire des projections, discuter avec les votants, avec des étudiants. En fait, le tout est vraiment de parler de cinéma et de parler du film. Promouvoir le film à Hollywood, une mission d'environ 150 000 $. Organiser des événements pour les membres de l'Académie, des projections pour attirer des investisseurs, sans oublier des soirées pour acquérir une certaine notoriété et engager une publiciste pour profiter de son précieux carnet d'adresses. Dans cette campagne des Oscars, parce qu'il faut bien appeler un chat, c'est une campagne, c'est sûr que pour le coup, on a vraiment l'impression d'être dans un rapport de David contre Goliath. C'est-à-dire qu'on est en face des 83 compétiteurs. Comme chaque pays envoie son film, chaque pays finance sa campagne. L'État d'Israël nous a donné, ils accompagnent la campagne, mais ils ne peuvent pas la financer en plein. Ce qui veut dire qu'on est obligé de redoubler d'intelligence ou de présence, même tout simplement, pour arriver à convaincre. Le 19 décembre, la liste des 83 films étrangers en compétition sera réduite à 9, puis à 5 le 15 janvier prochain. L'équipe du film entame donc le sprint de fin de course. Toujours à la recherche de financement, une projection de levée de fonds a été organisée à Paris la semaine dernière. Après avoir réalisé un grand film et enclenché un début de changement dans la loi israélienne, il ne leur reste plus qu'un objectif à réaliser. Le troisième rêve, c'était de ramener un Oscar à Israël. Et là, vous allez peut-être nous aider ce soir à accomplir ce troisième rêve. Au programme également une rencontre avec les votants des Oscars dans quelques jours, puis des cocktails suivis de projections aux consulats israéliens et français à Los Angeles. Autant d'événements coûteux, mais pourtant nécessaires pour rester dans la course, un procédé pas forcément équitable. C'est sûr que c'est pas juste pour certains films. Il y en a des productions qui peuvent assumer ça, il y en a que non. Nous sommes une production modeste. On a sûrement beaucoup moins que d'autres films, mais on a un film quand même qui est très fort. Et on compte aussi sur lui. La nomination aux Golden Globes donne un nouvel élan à cette course folle. Verdict le 11 janvier pour les Globes, le 22 février pour les Oscars. L'équipe de Get arrivera-t-elle à surmonter tous les obstacles pour atteindre la ligne d'arrivée? Affaire à suivre.
On leur souhaite de la chance. Cinéma encore, avec un procès dans lequel la fiction a un peu dépassé la réalité. Le comédien français François Cluzet, comparé au tribunal de Lyon, il est mis en examen après une interview qu'il avait accordée en avril dernier pendant la promotion du film 11.6. François Cluzet y incarnait le braqueur Tony Musulin. Et dans cette interview, eh bien, il avait sous-entendu que peut-être le vrai flic de l'affaire, Michel Néret, avait empoché le butin, lequel Michel Néret n'a pas apprécié et a porté plainte pour diffamation. Je pense que vous verrez ma photo dans les journaux. Tu deals du tush, tu deals de la coke, je sais pas, mec. Tu fous quoi? Puis vous allez entendre dire des trucs à la télé, sur Internet. Pourquoi t'as fait ça? Mais t'es malade! Tout ça, c'est rien que des conneries. Parce que je suis pas Robin des Bois. Je suis juste un type comme vous. Donc il était garé là. Ouais. Et à l'intérieur, il y avait une grosse livraison qu'on venait charger de la Banque de France. Combien? Comment vous expliquez qu'il manque du fric? Je sais pas. Vous savez pas grand-chose, hein, monsieur Musulin. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui savez rien. Voilà, vous restez avec nous. On va marquer une petite pause avec le highlight du jour. Et puis nous parlerons cinéma politique avec le réalisateur croate Jakov Sedlar. Il fait un documentaire sur le journal d'Anne Frank, traduit en arabe. Partez à la découverte des artistes d'Asie du Sud-Est et du Pacifique au musée d'art de Singapour, un musée qui organise pour la 3e année consécutive le Signature Arts Prize, un grand prix qui récompense de 60 000 $ le meilleur artiste contemporain d'Asie et d'Océanie. Avec au départ 105 œuvres venues de 24 pays différents, un jury a sélectionné 15 finalistes de 13 pays d'Asie et du Pacifique. Nouvelle-Zélande, Chine, Bangladesh ou encore Corée du Sud. Voilà une belle occasion de découvrir ces talentueux artistes qui contribuent chacun à sa façon au développement artistique de cette région du monde. Vous avez également votre mot à dire. Votez sur le site dédié et permettez à l'un des artistes de remporter le prix du public, doté lui de 10 000 $. Vidéo art, installation, peinture, tout ce que l'Asie et le Pacifique comptent de meilleur dans l'art contemporain, vous le trouverez au musée d'art de Singapour. Et pour le grand gagnant, rendez-vous le 22 janvier 2015. Le journal d'Anne Frank, traduit, lu et joué en arabe par des jeunes filles des écoles de Ramallah, de Jérusalem et de Gaza. L'idée est belle et a donné lieu à un documentaire réalisé par Jakov Sedlar. Ce documentaire titré « What does Anne Frank mean ?» Today, nous vous en montrions les premières images la semaine dernière. Là, nous sommes en ligne avec son réalisateur. Il est croate. Jakov Sedlar, bonjour, merci d'être avec nous. Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Tout a commencé il y a 3 ans. L'idée vient d'un très bon ami à moi, un Israélien qui s'appelle Yaakov Agmon. Il voulait enseigner aux enfants palestiniens l'histoire de la Shoah et leur raconter l'histoire d'Anne Frank. Son idée était de mettre en scène pour la première fois le journal d'Anne Frank en arabe. Comment ces jeunes filles, notamment de Ramallah ou de Gaza, ont-elles appréhendé ce livre et cette partie-là de l'histoire des Juifs d'Europe ? Elles avaient entendu parler de la Shoah, mais ne savaient absolument rien à propos d'Anne Frank. Leur première réaction a été plutôt positive, parce que dès qu'elles ont pris connaissance du sujet du livre, elles ont commencé à discuter de la jeune fille, de son tragique destin, de la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été une surprise pour moi, parce que chez moi, en Croatie, tout le monde sait qui est Anne Frank, évidemment. Et j'ai été très surpris de voir que des jeunes filles aujourd'hui n'en aient jamais entendu parler. Ces jeunes filles m'ont aussi répondu que ce livre parle de différents sujets, comme le premier baiser, l'amour, un journal intime, quoi. Jakov Sedlar, votre documentaire donc suit 8 jeunes filles palestiniennes qui lisent. Et est-ce qu'elles jouent sur scène le journal d'Anne Frank, c'est ça ?
Malheureusement, elles n'ont jamais joué sur scène le journal d'Anne Frank, mais en faisant ce film et en lisant ce livre, les enfants en classe ont commencé à parler de sujets comme le premier baiser. En fait, je ne savais pas, mais dans la culture arabe, on ne parle pas du premier baiser. Et quand je les ai entendues en parler, elles rougissaient parce qu'elles étaient gênées de parler de ça. C'était intéressant de voir ces jeunes de Ramallah et de Jaffa parler de tous ces sujets. Jakov Sedlar, vous êtes produit donc pour votre documentaire par votre compatriote croate, Branko Lustig. Il est rescapé de la Shoah et puis il a reçu un Oscar notamment pour La liste de Schindler. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'un côté ou d'un autre côté pour monter ce projet? Est-ce qu'on vous a accusé de récupération politique? Parce que c'est vrai que les Juifs et les Arabes, c'est parfois une chapelle dans le milieu du documentaire. Je comprends parfaitement l'importance de ce livre et je comprends que certaines personnes disent « Oh, il a utilisé ce livre pour en faire autre chose ». Mais du plus profond de mon cœur, depuis le début, j'essaye de faire quelque chose qui peut aider, rien d'autre. Je ne comptais pas enseigner l'histoire, je voulais juste raconter cette importante partie de l'histoire juive en arabe. Par ailleurs, je pense que du côté palestinien, on peut aussi s'opposer à ce projet. Mais pour moi, les jeunes doivent connaître l'histoire, plus particulièrement celle de leurs voisins. En Israël, vous avez un pays pour 2 nations et pour qu'ils puissent faire la paix, il est très important que chaque côté en sache plus sur l'histoire de l'autre. Et d'autant plus à un jeune âge. Ils ne connaissent absolument rien de la Shoah d'Anne Frank. Ce n'est pas bien. Parce que des choses importantes se sont produites ensuite en conséquence de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon intention n'était vraiment pas d'offenser qui que ce soit, je voulais juste montrer ce projet qui pour moi était très important. Et je suis sûr qu'après avoir vu le film, les deux côtés seront satisfaits, j'en suis sûr. Merci beaucoup Jakov Sedlar. Une dernière question. Votre documentaire a donc suivi ces 8 jeunes filles arabes pendant la guerre de cet été entre Israël et Gaza. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour tourner? Heureusement, nous avions une très bonne équipe qui a filmé à Gaza en suivant nos instructions. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu le moindre problème. Les enfants de Gaza qui ont réagi après avoir lu le livre ont très bien parlé. On a réussi à finir le tournage et protéger l'équipe et les enfants à ce moment-là. Merci beaucoup Jakov Sedlar. What does Anne Frank mean today? Le documentaire, le vôtre, est donc sur le point d'être distribué aux États-Unis. Il va être proposé dans 20 festivals dans le monde entier. Sans transition, on parle souvent de l'âge de nos artères. Voici le portrait des stars DJ du moment, tous d'anciennes vedettes des années 80 et 90, des papis DJ qui se remettent sur les dance floors et qui sortent des disques. Le récit Daniel Campos avec Sandy Fortis. Ils possèdent leur propre label, ils sentent les tubes à des kilomètres, ils sont couverts de gloire, de succès, et même quand ils échouent, ils se relèvent toujours. Bref, ce sont les valeurs sûres des dance floors. À plus de 40 ans, ces papis DJ continuent de faire les beaux jours des hit parades et continuent d'inspirer la nouvelle génération, à l'instar des Daft Punk. Dans la course au dance floor, avec leurs jeunes congénères, Carl Cox, Mark Serron et les autres vétérans de la nuit ne cessent d'innover, usant de leur talent et de leur expérience acquise au bon vieux temps de l'analogique. Il y a un an, Daft Punk a remis au goût du jour un certain Giorgio Moroder, 74 ans, entraîné dans le succès de l'album Random Access Memories. Ce pionnier du synthé, de l'électro et de la dance music annonce son comeback sous la boule à facettes et annonce un album 74 is the new 24. C'est clair, il n'y a pas d'âge pour être DJ. Dans la foulée, d'autres figures électro Old Generation suivent le mouvement. Tiesto, 44 ans, Bob Sinclair, 45, Paul Oakenfold, 50 ans, Carl Cox, 52 ans et Mark Serron, 62 ans. David Guetta lui a soufflé ses 47 bougies et caracole toujours en tête des hits. Mais le talent ne suffit pas, il faut savoir aussi vivre avec son temps et ce que veulent les fans, et donc mixer marketing efficace et clips divertissants. Ces papis DJ qui ont déjà roulé leur boss savent plus que d'autres déceler les écueils et renifler les succès. En France, Eden, le film inspiré par les Daft Punk, raconte l'irrésistible ascension des jeunes DJ. Pour eux, comme pour leurs aînés, preuve en est que l'âge n'est rien d'autre qu'un simple numéro.
Voilà, on va terminer ce Culture Mag avec quelques petits bruits qui agitent la mode. On apprend que John Galliano va donner son premier défilé le 12 janvier pour la maison Martin Margiela. Il ne va pas donner son défilé à Paris, mais il le fera à Londres, juste pendant les collections hommes prêtes à porter. Puis, on apprend également que le boss de la marque Abercrombie & Fitch vient d'être débarqué. Pourquoi? Eh bien parce que, contrairement à ce que l'on croit, la marque qui vend dans le noir et dans le bruit avec des super beaux garçons à l'entrée ne marche pas vraiment. Les résultats sont négatifs. Du coup, Mr. Mike Jeffries est licencié. Et puis on va terminer encore ces Fashion News sur un autre débarquement. La maison Kering de François Pinault se sépare du duo de Frida Giannini et Patrizio Di Marco. Ils étaient arrivés en grand renfort de buzz pour remonter Gucci et malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, on va se retrouver demain à la même heure. Je vous rappelle que ce journal, vous pouvez le voir dans son intégralité sur www.i24news.tv. Merci beaucoup pour votre attention. Demain, la même heure. Et juste après, c'est votre rendez-vous avec l'info. Merci.